Bonjour, dans cette nouvelle vidéo, je vous propose une approche des 4 discours chez Lacan. Donc je me suis appuyé sur le séminaire justement qui s'appelle L'envers de la psychanalyse, séminaire 17, où la notion des discours est au premier plan dans ce séminaire que Lacan a tenu. Donc je vous apporterai point par point les différents mathèmes, comment ils s'articulent, pour que vous puissiez ensuite vous les approprier, en faire usage à votre gré pour pouvoir avoir une certaine liberté pour continuer à travailler les séminaires de Lacan. Voilà, je vous souhaite une bonne vidéo et un bon travail. Merci. Toute question ne se fonde jamais que sur une réponse. Voici la première de couverture du séminaire 17, L'envers de la psychanalyse, séminaire de 1969-70. Il est assez connu du fait du personnage qui en occupe le centre, pour ceux qui connaissent un peu les événements de mai 68. Donc, ce séminaire oral de Lacan est transcrit par Jacques-Alain Miller et il est publié aux éditions du Seuil. Ce séminaire n'est pas le seul où Lacan aborde la notion de discours, mais nous le retenons comme celui qui en instruit plus précisément, on va dire, sa construction. Il y aura d'autres séminaires antérieurs et postérieurs qui reprennent des éléments, mais celui-ci, le séminaire 17, est vraiment celui où on peut avoir une vraie construction cohérente et logique des discours chez Lacan. Alors, Lacan appelle ça un appareil de nomenclature, comme il dit à la page 177. Et ça va se structurer à partir de la théorie du signifiant et de la topologie. Ici, quand j'utilise le mot topologie, il faut le prendre dans son étymologie au sens de l'étude d'un lieu, puisque Lacan va mettre en conjonction la notion d'espace, de géométrie, de place et de valeur. Nous allons aborder ensuite différents points conceptuels que Lacan introduit dans cette nomenclature. Et vraiment, il y a un côté pratico-pratique à assimiler pour que par la suite, nous puissions aller tranquillement vers une réflexion à partir de ces mathèmes sur la question du lien social. Et justement, que dit Lacan sur le lien social et le discours ? Dans sa conférence de Louvain en 1970, voici comment il définit la chose. J'appelle discours ce quelque chose qui, dans le langage, se fixe, se cristallise, qui use des ressources du langage, lesquelles sont évidemment plus larges pour que le lien social entre êtres parlants, ça fonctionne. Il nous apparaît clairement que le lien social ne peut fonctionner sans cette accroche au discours. Et là, il faut écrire discours au pluriel. Nous avons là les 4 discours que Lacan finalisera. Nous avons d'abord le discours de l'hystérique, le discours du maître, le discours universitaire et le discours de l'analyste. Dans ce séminaire, nous verrons que le premier discours est celui du maître et que cette place n'est pas le fruit d'un hasard, mais bien un lien avec la logique du rapport du sujet au signifiant. Chaque discours est construit sur une structure où chaque place a une valeur définie et immuable, sur laquelle vient s'y apposer une écriture, appelons-la pour ce travail, objet conceptuel, qui lui-même a une valeur propre. Et vous noterez un fléchage invariable, sauf, bon, je vous le dis maintenant, dans ce qui apparaîtra dans d'autres textes pour le 5e discours que Lacan nomme le discours capitaliste. Vous noterez que la permutation des objets conceptuels se fait d'un quart de tour vers la gauche. Ce schéma a une portée juste pédagogique. Lacan construit ses 4 discours sur la base d'un quadrant, avec 4 places à chaque angle. Avec ce schéma-là, nous rentrons dans le vif du sujet, donc comment
Lacan construit la notion de discours à partir du signifiant. Donc le sujet émerge de la relation entre deux signifiants. Ces deux signifiants sont quelconques, c'est pour ça qu'il les écrit SQ. Il n'y a pas donc à chercher un signifiant primordial générateur de la chaîne. Et nous avons un sujet sous-jacent à la suite signifiante qui est au-dessus de lui. Je reprends Lacan dans le séminaire 17, là justement à la page 11. C'est-à-dire ce qui se passe de par la relation fondamentale, celle que je désigne pour être d'où résulte l'émergence de ceci que nous appelons le sujet. Ceci de par le signifiant qui en l'occasion fonctionne comme le représentant ce sujet auprès d'un autre signifiant. D'où la phrase de Lacan, le signifiant c'est ce qui représente le sujet auprès d'un autre signifiant. Alors, à notre niveau, nous pouvons déjà en tirer un point important. Nous constatons que cette primauté du signifiant a une portée majeure. Elle éjecte définitivement et absolument la question de l'interprétation du sens. La psychanalyse ne pouvant se réduire à n'être qu'un travail sur le sens. Même si le sujet parlant y fonde sa mythologie, pour autant, sa consistance de sujet se loge dans le jeu des signifiants. Donc, le psychanalyste, l'écoute psychanalytique, n'est pas un travail sur le sens, une causalité historique du sens, mais bien sur comment le sujet qui parle est pris dans les signifiants et dont il émerge. Nous ne sommes pas dans la psychothérapie qui est un travail d'extraction du sens à tout prix pour faire émerger le noyau traumatique ou autre qui pourrait avoir amené le sujet à cette souffrance existentielle, ses symptômes et ainsi de suite. Pour ce schéma, je commence en vous citant Lacan, du séminaire 17, page 11. Je l'avais fait l'année dernière de l'extériorité du signifiant S1, celui d'où part notre définition du discours tel que nous allons l'accentuer en ce premier pas à un cercle marqué du sigle A, c'est-à-dire le champ du grand autre. Mais simplifiant, nous considérons S1 et désigné par le S2 la batterie des signifiants. Donc à ce niveau, Lacan place le signifiant S1 dans une relation à l'ensemble des signifiants qu'il nomme S2, mettant ainsi l'accent sur cette relation pour situer le statut du grand autre dans cet espace où les signifiants du sujet constituent l'autre. Il appelle ce S2 la batterie des signifiants. Vous pourrez dans certains séminaires voir que Lacan utilise aussi le terme de essaim comme essaim d'abeille pour parler des S2 dans le fond qui sont toujours corrélés aux multiples des S1. À la page 12, il nous précise. Il, concernant le S1, intervient sur une batterie signifiante que nous n'avons aucun droit jamais de tenir pour dispersée, ne formons pas déjà le réseau de ce qui s'appelle un savoir. Alors, cette assertion pour nous, elle est très importante parce qu'on peut en tirer deux points. Un, que ça fonctionne en termes d'articulation, de réseau. Et ensuite, le point le plus important, vous noterez que Lacan parle d'un savoir et non du savoir. Quand il dit qu'on ne peut pas le tenir pour disperser, c'est-à-dire que on n'est pas dans la théorie de l'inconscient collectif avec tous les signifiants du monde et qui seraient là pour chacun, et donc ça donnerait cette résonance d'une sorte de mélange de collectif. Donc quand il dit ne relève pas du savoir mais d'un savoir, ça met l'accent quand même sur la question du sujet et de son histoire dans le rapport au signifiant. Alors, quand Lacan dit ce savoir n'est pas dispersé, cela dit bien qu'il y a un lien avec ce qui est dans le schéma que je vous propose. Le S2 est en lien avec l'autre et que cet autre n'est pas universel.
Donc ce savoir qui met S2 en tension est un savoir qui est aussi une lecture de l'autre. Et pour saisir vraiment cette notion de savoir, voici ce que dit Lacan à la page 12 du séminaire. Il se passe d'abord de ce moment où S1 vient représenter quelque chose par son intervention dans le champ défini, au point où nous sommes, comme le champ déjà structuré d'un savoir, et ce qui est son supposé. C'est le sujet en tant qu'il représente ce trait spécifique à distinguer de ce qu'il en est de l'individu vivant. Celui-ci en est assurément le lieu, le point de marquage, mais n'en est pas de l'ordre de ce que le sujet fait entrer par le statut du savoir. Et là, ce point est important aussi, parce que Lacan met totalement à part la question du vivant et la question du sujet. Le corps et le sujet ne sont pas la même chose. Donc nous voyons que Lacan inscrit là une distinction. Et quand il parle de ce trait spécifique, nous entrevoyons que cela a à voir avec le jeu des signifiants, qu'il y a une relation entre le S1, le savoir et S2. Et déjà, je commence à poser les termes des quatre discours. Autre point, c'est que le sujet est marqué du savoir de l'autre. Et rappelons-nous ce que Lacan disait sur le fait que le sujet préexiste avant de naître, au sens où le langage l'a parlé. Alors on comprend cette image un peu où le sujet arrive dans un bain de langage, un berceau fait de signifiants. Il faut mentaliser un peu, c'est-à-dire vous êtes parlé avant de naître. Et vous parlez de quelque chose à venir qui n'est pas encore là, mais qui est déjà dans votre langage. Donc c'est ça que le signifiant veut dire, c'est qu'il n'est pas nécessaire d'avoir la consistance de la chose. Ce S2 préexiste, mais trouve sa valeur, dirais-je, que parce que S1 s'établit, non pas comme venant d'ailleurs, mais comme marqué. Là, on va faire un saut dans le séminaire 10, l'angoisse. Et je cite Lacan. Eh bien rien d'autre que cet initium subjectif sur lequel j'ai mis l'accent ici pendant toute la première partie de mon enseignement de l'année dernière, à savoir qu'il n'y a d'apparition concevable d'un sujet comme tel qu'à partir de l'introduction première d'un signifiant, et du signifiant le plus simple que l'on appelle le trait unaire. Le trait unaire est d'avant le sujet. Au commencement était le verbe, ça veut dire au commencement était le trait unaire. Séminaire 10, l'angoisse. On ne peut donc pas penser qu'il y aurait un signifiant S1 primordial d'avant le sujet. Nous sommes devant une logique d'incidence que d'état. C'est-à-dire que le trait unaire a à voir avec la batterie des signifiants. Ce schéma, je l'ai extrait du séminaire 5, les formations de l'inconscient, 57-58. C'est ce que Lacan y construit le graphe du désir. Donc ce schéma met en évidence que le cri delta, celui de l'infance, celui qui ne parle pas, rencontre la chaîne S1, S2, et de là en émergera le sujet barré. Nous retrouvons de façon redondante ici l'écriture du sujet chez Lacan, le cri dans sa rencontre avec l'autre des signifiants en surgira, mais comme sujet barré pour certains. Le cri rencontre le S1. Non, pardon, le cri rencontre le S2. La chaîne signifiante. Ce savoir de cet autre et, ne l'oubliez pas, ce savoir n'est pas dispersé. Le sujet dans ce passage, cette rencontre est marquée. Il en émergera donc marqué, barré, par la perte. Ce schéma met en évidence que S1 a une position rétroactive et de fait, nous pouvons relever que S2 est pris dans l'axe de S1. Ce schéma vient renforcer le précédent et mettre en perspective la structure du discours. Je vous cite Lacan. C'est à l'instant même où le S1 intervient dans le champ déjà constitué des autres signifiants en tant qu'ils s'articulent déjà entre eux comme tels qu'à intervenir auprès d'un autre signifiant
de ce système surgit ceci qui est ce que nous avons appelé le sujet comme divisé, donc S barré, page 13 du séminaire 17. Nous avons donc là la relation entre le sujet barré et le signifiant primordial S1 dans sa relation au S2. Et rappelons-nous que ce S2 est déjà constitué, qu'il a le statut d'un savoir qui se distingue du savoir. Je vous rappelle ça pour que les choses se construisent pour vous. À la page 12, Lacan nous dit aussi « Il m'est arrivé », ça c'est un point important que j'ai noté, « Il m'est arrivé l'année dernière d'appeler ce savoir la jouissance de l'autre ». Cette phrase est intéressante car si l'on suit Lacan, bien que là, j'anticipe ce qui va venir dans le déroulé, il accole l'autre, grand A, avec la jouissance. Donc la jouissance devrait se trouver avec l'autre dans S2. Mais par la suite, la jouissance sera déplacée de cette place. Nous pouvons garder cette remarque à l'esprit parce qu'elle est très intéressante d'un point de vue théorique, intellectuel et clinique. Là, je reprends un peu tous les éléments dont je vous ai parlé précédemment. Donc vous voyez qu'il y a S1 qui a une relation à S2, que ce S1 dans sa relation à S2 produit quelque chose qui est le sujet barré. Et nous voyons dans la finalité que le sujet barré, au-dessus S1, on va dire à droite pour nous en regardant le schéma S2, et dessous il y a quelque chose qui est lié à la perte, l'objet petit a, dont je vais arriver dans le schéma suivant. Voilà. Mais là c'était un peu pour résumer ce que nous avons vu de façon à être bien clair. Alors, pour comprendre, pour saisir l'objet petit a de Lacan, chez Lacan, je vous propose ce schéma du séminaire 10, l'angoisse, 1962-63. Et là, je vous cite Lacan. Et c'est ce que j'exprime ici, à partir de cet autre originaire comme lieu du signifiant, de cet S encore non existant, qui a à s'y situer comme déterminé par le signifiant sous la forme de ces deux colonnes qui sont celles sous lesquelles, vous le savez, on peut écrire l'opération de la division. Par rapport à cet autre dépendant de cet autre, le sujet s'inscrit comme le quotient et il est marqué du trait unaire du signifiant dans le champ de l'autre. Et un peu plus loin, il apporte cette précision. Eh bien, c'est pas pour autant si je puis dire qu'ils mettent l'autre en rondelle. Il y a un reste, au sens de la division, un résidu. Ce reste, cet autre dernier, cet irrationnel, cette preuve est seule garantie, en fin de compte, de l'altérité de l'autre, c'est le petit a. Alors c'est intéressant parce qu'il dit que le sujet dans le procès de la castration, donc dans le fond, il y a quelque chose qui reste, qui lui sera jamais inaccessible, d'où le fait que Lacan appelle cet objet cause du désir. Et puis cette phrase est importante quand il dit ce reste, je reprends la phrase, cet autre dernier, cet irrationnel, cette preuve est seule garantie, en fin de compte, de l'altérité de l'autre. Donc on voit que ce qui fait articulation, on va dire ce mot-là comme ça, entre le sujet et l'autre, c'est la condition de l'objet petit a. Et ça a une portée aussi, on le retrouvera dans la question du fantasme et d'autres éléments chez Lacan. Donc nous avons là le schéma de base, le quadrant, avec ce que j'appelle les objets conceptuels déposés à chaque angle, S1, S2, petit a et S barré. Là, je reprends le schéma du quadrant, mais je vous ai mis l'organisation du fléchage de base que Lacan nous propose. Donc, vous voyez qu'il y a une relation de S barré vers S1, qui lui-même est en relation, va vers S2, qui lui-même va vers A, et de A, ça va vers S1, et de S barré, ça va vers S2. Et le point important à souligner, c'est qu'entre petit a et S barré, il n'y a pas de flèche. Et voilà. Et nous verrons pourquoi. Donc je vous ai repris le schéma précédent et j'ai annoté donc la relation impossible directe entre petit a et S barré. Et gardez bien à l'esprit que
le fléchage global restera le même et que la relation de la place où se situe petit a et celle où se situe S barré est une relation directe impossible. Donc quand ça va tourner d'un quart de tour, vous verrez que par exemple S2 qui va remplacer petit a aura une relation impossible avec justement petit a qui sera en place de S barré. Donc, et là, à cet endroit-là, si vous voulez, vous avez, si vous regardez bien, enfin pour ceux qui connaissent peut-être déjà des termes de Lacan ou des écritures, vous voyez que le S barré dans sa relation à A, qui est à petit a, elle est barrée, et c'est là où Lacan introduit la notion du mathème du fantasme, que je vous explique dans le schéma suivant. Donc là, vous avez l'écriture du fantasme chez Lacan. Je fais un détour par le séminaire 14, la logique du fantasme, 1966-67. Que dit Lacan? Logique du fantasme, donc, nous partirons de l'écriture que j'en ai déjà formée, à savoir de la formule S barré, Poinçon, petit a. Ceci entre parenthèses. Je rappelle que ce que signifie le S barré. Le S barré tient lieu dans cette formule de ce dont il retourne concernant la division du sujet qui se trouve au principe de toute la découverte freudienne et qui consiste en ceci que le sujet est pour une part barré de ce qui le constitue proprement en tant que fonction de l'inconscient. Cette formule établit quelque chose qui est un lien, une connexion entre ce sujet en tant qu'ainsi constitué et quelque chose d'autre qui s'appelle petit a. Petit a est un objet dont ce que j'appelle cette année à faire la logique du fantasme consistera à déterminer le statut précisément dans un rapport qui est un rapport logique à proprement parler. Alors, concernant ce poinçon, Lacan l'a abordé tout au long de son travail dans ses séminaires en lui donnant différentes approches, différentes lectures. Grosso modo, il faut vraiment avoir à l'esprit que c'est le poinçon, cette relation entre S barré et petit a, c'est le poinçon qui l'organise. Alors, vous voyez que ça peut avoir un rapport avec inclusion, exclusion, plus grand que, plus petit que. Tous ces éléments-là, il faut les retraduire dans une lecture un peu topologique aussi. Et il faut bien avoir aussi à l'esprit qu'à la fois il connecte petit a et S barré et en même temps il les sépare. Et c'est généré par le vide à l'intérieur du poinçon qui lui-même renvoie à quelque chose de ce qui instruit la construction du fantasme. C'est-à-dire que le poinçon témoigne de cette relation fantasmatique entre l'objet petit a et S barré, et on voit bien qu'il faut le procès de la castration pour qu'il y ait un résidu qui soit en rapport avec un sujet S barré. Donc allez voir dans les schémas de la castration, le sujet dès qu'il est barré, et il est barré parce que justement il y a quelque chose du côté du manque, de l'impossible. Donc le fantasme, c'est une écriture de l'impossible avec toutes les qualités, on va dire, que cela introduit dans la relation du sujet barré à l'objet petit a. Et dernier point, cette écriture nous permet dans le fond d'entendre à nouveau la question de la présence évanescente du sujet dans sa relation à l'autre par le jeu des signifiants. C'est-à-dire le signifiant représente le sujet auprès d'un autre signifiant, à la fois il est existant et inexistant. Voilà. Et donc cette écriture, S barré poinçon petit a, nous renvoie à cette lecture-là. Pour l'instant, nous le gardons comme ça. Beaucoup de gens ont travaillé là-dessus aussi. Donc là, vous avez le schéma complètement écrit, c'est-à-dire vous avez S barré, S1, S2, petit a et le poinçon. Voilà. Et nous allons partir de ce schéma. Donc à la séance du 18 février, Lacan définit les places comme telles.
signifiant maître, savoir, jouissance, sujet. À côté de la jouissance, nous pouvons y accoler la perte. Vous verrez. N'oublions pas qu'en haut, à droite, là où se situe le savoir, Lacan a pu en faire résonner la notion de jouissance en l'articulant à l'autre. Le savoir, c'est la jouissance de l'autre. Je vous le rappelle parce que Lacan ne reviendra pas spécialement sur cette phrase, mais elle est cliniquement et théoriquement, comme je vous l'ai dit, très intéressante. Donc, Lacan nous donne alors, dans la continuité de son développement, une indication précise sur le discours du maître, puisque nous sommes sur la base du discours du maître. Cette mise en fonction du discours est définie par clivage, précisément par la distinction du signifiant maître au regard du savoir. C'est à la page 105. Dans ce discours, le sujet se trouve lié avec toutes les illusions qu'il comporte au signifiant maître, alors que l'insertion dans la jouissance est le fait du savoir. Toujours à la page 105. Cette phrase donc nous oriente à comprendre que Lacan lie intimement jouissance et savoir. Nous verrons donc par la suite l'abord de ce discours et les conséquences que cela a. Donc là, je rajoute des éléments que Lacan propose tout au long de son séminaire. Donc au S1, il y place le désir, et en reprenant sa formule, dit-il, d'un registre ancien, il désigne celle de S2 comme lieu de l'autre. Alors, c'est celle qui est dessous, c'est celle où se produit la perte de jouissance dont nous extrayons le plus de jouir. C'est à la page 106, ça. Sous celle du désir, donc nous avons, il y a celle de la vérité, et dans son développement, Lacan donne au savoir une articulation particulière dans son rapport à l'autre. En laissant la parole à l'autre, et précisément en tant que lieu du savoir refoulé, dit-il. Le savoir est donc un savoir refoulé, le savoir de l'autre n'est pas le lieu du savoir absolu, mais bien ce qui s'articule à la chaîne signifiante dans son rapport à la marque. Bien, nous avons là le schéma complet donc, du discours, plus particulièrement le discours du maître là, mais comme je vous l'ai dit tout au long de ce travail, les 4 discours sont organisés de la même façon, même structure on va dire. Vous noterez donc qu'il y a 2 termes qui sont ajoutés sur ce schéma, l'impossible et l'impuissance. Alors, grosso modo, quand Lacan parle d'impossible, il parle surtout du rapport à l'autre. Et vous verrez que c'est sur la barre supérieure, dans le rapport du désir à l'autre, là où se situe aussi donc la question du S1 et du S2. Donc, cet impossible qui est dans le rapport à l'autre, c'est cet autre, celui que l'on appelle S2, au sens où on peut dire que ce S2, cet autre, n'est pas insemblable et ne pourra jamais être insemblable au sujet. Même si le sujet est au lieu de l'autre, c'est-à-dire à cette place de l'autre constituée, c'est-à-dire on voit bien qu'il est le produit, ce que je vous avais montré dans un schéma sur la castration, il est donc sujet tout autant aliéné que séparé. Le sujet est donc le produit de l'écriture du signifiant, S1 à S2. S1, S2 et S barré, avec une perte, qui est l'objet petit a, vous le voyez, dans son rapport à l'autre, cela témoigne aussi de cet impossible. Pour l'impuissance, on doit la mettre en lien avec la vérité, c'est-à-dire en bas, vous voyez petit a et S barré, que Lacan mettra aussi cette notion de vérité sous S barré, et perte et plus de jouir pour définir la place du petit a. Mais le petit a aussi, n'oubliez pas que c'est la place où se situe la jouissance, et le S barré, là où se situe le sujet, qui est le produit donc de la barre S1, S2.
Donc l'impuissance, ben, si on regarde bien, elle est signée, elle est, comment dire, elle est dévoilée, elle est structurée, elle est scénarisée par cette écriture petit a, poinçon S barré, c'est-à-dire que l'impuissance, c'est ce dont témoigne le fantasme dans le rapport que le sujet va essayer d'entretenir, ou va entretenir, non, mais va mettre en place dans son rapport à la castration. Voilà. Pour conclure ce travail, je vous propose 4 schémas où je reprends dans chaque schéma, comme vous le voyez là avec le premier, à partir du S1, je mets toutes les annotations que Lacan a pu apporter et les différents fléchages et les occurrences auxquelles ça ouvre. Bon. Donc vous avez S1, S2, petit a et S barré. Donc vous pourrez les travailler comme ça et les avoir pour mémoire. Ce dernier schéma, c'est celui dont je vous ai parlé, qui est le 5e discours que Lacan met en place. Donc là, je vous ai donné comment dire, la structure du fléchage qui est définie par Lacan pour expliquer le discours capitaliste. Et vous verrez, c'est assez intéressant, c'est que ça tourne bien en rond. Et ça ne cesse pas de tourner en rond, on pourrait dire. Voilà, donc je voulais que vous l'ayez pour ensuite vous puissiez vous en servir aussi. Bien, voilà, je vous remercie d'avoir pris le temps de travailler, de lire ou de regarder cette vidéo pour essayer de comprendre la question des discours chez Lacan. Comme je vous l'ai dit en introduction, c'est à vous qu'appartient maintenant cette façon que vous allez sûrement trouver de vous assimiler le discours lacanien, de vous acclimater, de vous approprier surtout toute cette construction que Lacan nous a donnée. Voilà, je vous remercie et à très bientôt pour d'autres vidéos.